Merci de nous être fidèles. Bienvenue à édition 62. La plateforme haïtienne de plaidoyer pour un développement alternatif exprime son inquiétude par rapport à l'avancement du processus électoral enclenché dans le pays. Elle dit craindre la répétition du scénario électoral de 2010. Camille Chalmers, secrétaire général de la PAPDA, a fait savoir que le pouvoir ne manifeste pas le désir et la volonté de réaliser des élections crédibles dans le pays à la fin de l'année. Il invite la population à se mobiliser en vue de faciliter la création de nouvelles institutions dans le pays. Camille Chalmers au micro de Jean-Guy Sadrak-Mémé. Nous pensons que nous avons un moment historique décisif et un moment historique d'autant plus important que je dis nous en 2015, 100 ans après invasion américaine 1915 là, et je dis si le peuple haïtien voulait tout bon rentrer dans le chemin construction souveraineté, il faut être capable de récupérer contrôle d'une série d'appareils, notamment l'appareil électoral. Nous sommes très inquiets de ce qui a passé au niveau du CEP et du jeu électoral en général, parce que nous voyons que nous embarquons dans un processus côté que et nous pas vraiment tout levier contrôle que nous avons gagné sur ce processus-là. Nous embarquons dans un schéma qui est capable de reproduire la catastrophe et la caricature de 2010-2011, côté que tout levier de contrôle est dans les mains des agents externes. Et nous croyons que aujourd'hui, si nous voulons marcher vers la récupération de la souveraineté, il faut nous construire un appareil électoral qui est véritablement indépendant et qui est contrôlé par des acteurs haïtiens. Il faut nous décoloniser l'appareil électoral là. Et je dis, si nous regardons les différents rapports de candidats, députés, sénateurs, nous rendons compte que nous entrons dans le même jouet là, côté que parler de démocratie, d'élections transparentes, etc. Et puis, il y a une série d'obstacles qui empêchaient que le peuple soit véritablement présent sur le terrain électoral là. Il y a un pile de candidats députés sénateurs, par exemple, qui disent nous qu'on est obligé de dépenser 80, 100 000 gouttes avant même le quota d'inscription, pour être capable de joindre 15 pièces que CEP a exigé. Imaginez par exemple le député Cornillon, qui Cornillon, dans la zone de laquelle côté n'a pas d'électricité, mais il est obligé de plier. Il y a tout mécanisme d'inscription en ligne, scannerisation, etc., qui est très très compliqué pour un pile monde qui était capable de venir député et qui gagne capacité pour que tu as un député qui a confiance dans la population, mais qui a un paquet d'obstacles logistiques qui sont liés à l'État paysan et manque d'intégration qui gagne au niveau paysan. Donc, nous sommes très inquiets et nous pensons que le peuple haïtien doit mobiliser pour lui construire vraiment des appareils crédibles, des appareils légitimes et éloigner de façon résolue de projets de destruction nationale qui passent non seulement par la destruction économique, même gens ont essayé de détruire l'économie paysanne, mais aussi par la destruction des institutions. Scandale qui s'est passé là avec le jugement de succession la familia par le juge Lamar Bélizer, il rentre dans le processus de destruction des institutions. Parce que une meilleure façon pour détruire des institutions, c'est de perdre toute crédibilité, que personne ne peut faire confiance, et on rend compte que c'est des institutions qui, au loin de défendre l'intérêt de la population, c'est des institutions qui défendent la culture de l'impunité et qui défendent l'assassin. L'Union des directeurs d'écoles privées d'Haïti, UDEPH, a accordé un délai d'une semaine au ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle en vue d'honorer ses engagements vis-à-vis des écoles impliquées dans le PSUGO. Alexis Kola, directeur responsable de l'UDEPH, presse le ministre Nesmi Maniga à revoir sa copie. Nous, les directeurs d'écoles privées d'Haïti, victimes du programme de scolarisation universelle, gratuite et obligatoire, communément appelé PSUGO, voulons en tout état de cause que tu sois mis à part Dieu, notre seul juge. Nous aimerions attirer l'attention de tous ceux qui, de près ou de loin, nous écoutent et nous regardent sur ce qui suit. C'est la constitution du pays qui veut que tous les élèves des classes fondamentales aillent à l'école sans rien payer. Elle n'a pas fait allusion aux élèves fréquentant les écoles publiques, puisque ceux-ci ont toujours été subventionnés par le Trésor public dans nos contributions à travers nos taxes. Cette affaire de PSUGO ne vise que les élèves des écoles privées qui n'ont pas eu le privilège d'être subventionnés, étant donné que l'État ne dispose pas assez de structures pour accueillir tous les enfants du pays dans les écoles nationales. De plus, la Constitution ne prévoyait pas que ce sont nos frères et sœurs vivant à l'étranger qui allaient payer pour eux au moyen des taxes prélevées sur chaque transfert d'argent et appel téléphonique à destination d'Haïti.
mais c'est fait dans l'intérêt du pays et c'est acceptable. Au moment où nous parlons, le gouvernement haïtien continue à collecter des fonds équivalents au centuple de cette valeur insignifiante offerte en échange des services scolaires que nous ne cessons pas de fournir à nos petits frères et sœurs déshérités du pays. Pourquoi il refuse d'honorer sa parole? À trois peuples haïtiens, notre seul juge d'en déduire et redéfinir la moralité politique au regard de l'éducation ou l'inverse. À l'occasion de la deuxième journée de la 5e édition du sommet international sur la finance et la technologie appliquée, l'accent a été mis ce mardi sur la politique du financement de l'exportation déficitaire par rapport à l'importation qui a conduit à un déficit de la balance commerciale d'Haïti. L'objectif poursuivi au cours de cette journée est de sensibiliser les différents acteurs impliqués dans le fonctionnement du système économique à travailler ensemble en vue de faciliter la reprise à une plus grande échelle de l'exportation dans le pays. Roch André est au micro de Télégalaxie. Sommet ça, son sommet organisé sous thème financer les exportations d'Haïti. Et première journée a été consacrée à la finance municipale. Côté que il y a une réflexion qui t'a faite sur la meilleure façon de capable financer les municipalités nous. Parce qu'on connaît la réalité, c'est que nous avons pile mairie et mairie dépend en pile de pouvoir central là. Et année ça, nous avons un contexte particulier, côté que c'est une année électorale. Il y a un peu de monde qui peut poser candidature pour venir magistrat, tout ça. Mais en réalité, ça a un peu de fois passé en élite. C'est toujours bien pour rappeler tout le monde ça, pour dire voilà qui implication ça a gagné, leur parlement responsabilité pour diriger une mairie. Donc pour la première journée, il a été abordé tout aspect ça, par exemple comment on est capable de collecter des ressources pour financer les municipalités, comment on est capable d'utiliser des approches innovantes, comment on est capable de mieux gérer les villes qui c'est espace de vivre là-dedans. Jeudi, c'est deuxième journée, journée ça consacrée surtout à financement exportation et le ministère du Commerce et de l'Industrie qui est très présent dans la journée ça, côté que il y a des représentants ministériels là qui là, il a fait plusieurs présentations. Il a présenté des programmes que vous gagnez pour accompagner des entreprises, des entrepreneurs en soi. Et il a présenté tous des programmes que vous gagnez pour accompagner les entreprises qui veulent exporter. Parce que la réalité là, c'est que Haïti est exporté pour environ 800 et 900 millions de dollars américains. Et nous importé pour plus de 3 milliards de dollars américains. Leur retirer 800 dans 3 milliards, ça a une grande différence qui c'est plus de 2,2 milliards de dollars américains. Et différence ça, c'est ça nous relève déficit de la balance commerciale. Là, nous avons un déficit comme ça, son poids énorme lié pour le pays. Parce que là, ça, goût nous en livre plus faible. Là, ça, est plus facile pour prix augmenter. Donc, il y a un effet négatif sous condition de vie dans le pays. Peut-être ça, c'est important pour nous renforcer l'exportation, pour que Haïti livre plus vers notre bord et pour l'acheter moins sur l'autre bord. Le ministère des Travaux publics, Transports et Communications a présenté ce mardi une étude stratégique nationale sur la sécurité routière, initiative du gouvernement de la République avec l'appui de la Banque interaméricaine de développement. Cette étude a pour objectif principal d'améliorer la sécurité de la circulation sur le réseau routier haïtien. Suivons Nathalie Chiavassa, responsable du programme du CONSIA. Nous avons présenté les résultats d'une étude que nous avons menée depuis février 2014 et qui portait sur l'élaboration d'une stratégie et d'un plan d'action en sécurité routière pour Haïti. Alors l'objectif de l'activité d'aujourd'hui, c'était de faire une restitution d'une étude que nous avons menée depuis février 2014 pour l'élaboration d'une stratégie nationale et d'un plan d'action de sécurité routière pour Haïti. Ça a fait combien de temps? C'est une étude qui nous a pris 5 mois de travail et qui a mobilisé 5 experts en sécurité routière, en technologie de l'information et aussi en contrôle routier. Avec le support de l'État haïtien? Est-ce que c'est avec le support de l'État haïtien? Bien sûr, c'est une étude qui a été commanditée
par l'État haïtien, en particulier le ministère des Transports, des Travaux publics et des Communications. Est-ce qu'avec ces travaux, on prétend de réduire le risque d'accident à travers le pays, le nombre d'accidents à travers le pays? L'objectif qui a été retenu dans le plan d'action, c'est de réduire d'ici à 2020 le nombre de tués et de blessés graves de au moins 10% en Haïti. Est-ce que le mauvais état des routes haïtiennes ne sont pas les facteurs responsables de nombreux cas d'accidents qui arrivent sur nos principales routes nationales? L'état des routes sont un des facteurs qui contribuent aux accidents. Mais ça n'est pas le facteur prépondérant, ça n'est pas le facteur le plus important des accidents. Quels sont les facteurs les plus On retient en général que le facteur d'accident le plus important, c'est le facteur humain. Mais bien sûr que la corrélation et les interactions entre le facteur humain, le véhicule et la route sont les trois principaux facteurs d'accident. Que doit-on faire pour y remédier avec cette situation? Nous avons proposé un plan d'action qui couvre tous les secteurs, tous les aspects de la sécurité routière, c'est-à-dire les aspects institutionnels, les aspects légaux, réglementaires, mais aussi la formation, l'amélioration de l'examen du permis, et aussi un meilleur contrôle et une meilleure éducation des usagers actuels et des futurs usagers par le biais de l'éducation en milieu scolaire. L'expert international en transport et en sécurité routière, l'ingénieur Jean Robert, a pour sa part misé sur une détermination collective de tous les secteurs pour une meilleure approche de la sécurité routière. Selon lui, les accidents de la circulation ne concernent pas uniquement le niveau de sécurité du réseau routier. L'amélioration de la sécurité routière doit impérativement impliquer l'ensemble des acteurs concernés par cette problématique. L'objectif, c'est de sortir un diagnostic. Qu'est-ce qui se passe en Haïti aujourd'hui? Il y a des tués, il y a des blessés. Pourquoi? C'est la question posée. Pourquoi? Donc, on examine justement d'abord pourquoi il y a ces accidents. C'est le diagnostic. C'est la faute à qui? C'est la faute aux gens? C'est la faute aux véhicules? C'est la faute au gouvernement? C'est la faute aux éducations scolaires? C'est la faute aux routes? C'est la faute à quoi? Quelle est la responsabilité? Il n'y a pas de responsabilité unique, bien évidemment. C'est une responsabilité partagée. Vous êtes responsable, je suis responsable, nous sommes tous responsables. Et ensuite, quand on a un diagnostic, sur la base de ce diagnostic, on bâtit une stratégie qui consiste à déterminer quels sont les enjeux auxquels on est confronté, quelles sont les priorités, quels sont les objectifs. Elle vous a donné les objectifs. Il y a 4 objectifs qu'elle vous a donnés. Et quand on a fini ces objectifs, après, on fait un plan d'action. Et ce plan d'action, eh bien, il doit permettre de prendre les mesures. On doit avoir le financement. S'il n'y a pas le financement, il est évident qu'on n'avance pas. Hein, nous sommes bien d'accord. Il faut trouver des financements. Il faut faire payer un petit peu plus le permis de conduire, les infractions, le contrôle technique, etc. Tout ça, on le met dans un pot commun qui s'appelle sécurité routière. Et avec ça, on paye les différentes actions, sachant que ce que l'on veut, c'est sauver des vies, réduire le nombre d'handicapés. Vous savez très bien ce que ça coûte un handicapé à vie. Si c'est le chef de famille qu'il est handicapé à vie, c'est toute la famille qui paye. Non, il n'y a pas une cause à effet directe. Le comportement des conducteurs est le facteur principal d'accidentologie. Dans tous les pays, il n'y a pas de miracle. Dans tous les pays, le comportement représente 80% des accidents. La voiture, l'état de la voiture, 10%. L'état des routes, 10%. Ceci étant, qu'est-ce qui se passe? Quand vous avez un conducteur qui fait une faute sur une route qui est en mauvais état, la capacité qu'il a de se récupérer de la faute qu'il a faite est annulée, en partie par l'état de la route. Mais l'accident, l'acte, peut être aussi annulé par l'état du véhicule. Imaginez qu'il doit freiner brusquement parce qu'il s'est passé quelque chose et il n'a plus de frein.
Conclusion, un accident. Qui est responsable? Présent dans le cadre de cette présentation de cette étude, le syndicaliste Meyu Changeux a insisté sur le fait que les différents problèmes auxquels fait face le secteur routier haïtien ne vont pas se résoudre avec des études réalisées par des experts étrangers. À en croire M. Changeux, l'État doit de préférence prendre des mesures drastiques envers ce secteur, en commençant par la réhabilitation des routes en piteux état. Et en tant que représentant syndicat et membre commission nationale de modernisation transport, et nous avons importance parce que l'on parle de sécurité routière et protéger la vie monde, c'est important pour nous, mais tout le temps ça qui est important pour nous en tant que syndicalistes, c'est pas venir par les belles français, par les belles bagages, mais c'est pour arriver à atterrir vraiment sur le terrain parce que l'on regarde nous avons fond entretien routier, côté la ramasser comme dans nous, et puis ouais, état routier et nous-mêmes ça, nous venons tous, c'est pour nous prendre note et pour nous capables de revendiquer parce que, en peu de fois, l'État a plus parlé qu'il réagit. Mais l'on parle de sécurité routière, nous, ce n'est pas venir parler belle français, c'est descendre à terre pour diminuer les accidents et puis mettre des structures. Tout parce que vous regardez là, au niveau capital, là, bon police routière pas équipé, nous pas de service d'inspection, pas d'appareil pour faire inspection, et l'on parle de sécurité routière. Il faut tenir compte de tout paramètres ça. Et nous venons là pour nous tendre, et nous-mêmes tout, pour nous exiger l'État, ce n'est pas venir parler français, dépenser l'argent, faire Banque mondiale venir là, pour un paquet d'experts venir parler, mais ça va arriver à atterrir sur le terrain vraiment vrai pour une solution toute bonne vrai. Parce que nous entendons toute la journée là, accident, puis le monde a mouru, c'est dans le monde tapé, dans le monde cabrit, mais tout le temps, l'État c'est toujours un pompier. Si chaque action passée, on va décider de faire un bagage. Mais faut un bagage concret qui pour servir le pays. Même le gouvernement, on a envie de dire au moins mais ça qui est réglé, nous ne pouvons pas arriver là vraiment. Nous-mêmes en tant que syndicalistes, c'est tout ça qui a rapport avec le transport. Nous venons, non pas pour nous entendre, nous-mêmes pour nous parler, tout pour nous dire, monsieur, si on ne parle pas français, on nous fait atterrir vraiment vrai parce que route nationale, par exemple, on a un pile accident au fait côté, au niveau capital, la spécialisation, côté, on regarde, poteau qui a des lumières, ou vide, toute lumière. L'État m'a dit, si c'est l'eau, si c'est prêt, ça fait pas là encore. Et il y a vraiment assez l'argent. Sur chaque licence, là, nous payons 500 gouttes pour faire fond entretien routier. Sur chaque papier machine, chaque passeport, tout cela, j'ai vraiment assez. Mais nous, si tu mets de l'argent, ça, pour te venir tourner nous-mêmes, transporter au service, laissez nous prendre l'argent, mais nous avons envie de payer. Mais une fois, nous avons l'argent, c'est pour monsieur rouler belle machine, pour prendre plaisir, mais pas tourner, venir dans nos services. Le responsable du projet CEL6 a fourni des explications ce mardi sur les travaux de construction des 25 unités de logement inaugurées à Morne-Lazare vendredi dernier. Ces habitats ont été construits en fonction d'un plan d'aménagement de territoire bien ficelé, tout en respectant les normes de construction parasismique, a fait savoir l'ingénieur Clément Bélizer. Donc côté individuel, nous réussissons à faire travail ça. Et coulien là, donc exercice ça c'est faire mon au lieu pour chaque monde a construit un bagage, ça a construit mal, ça a construit bien, ça va quitter espace, ça a construit aux gens, il dominer ça, s'il tombe, il a tombé sur ça, j'en dis, il y a des quartiers, son cas qui tombe en haut, et puis là, il y a tout ça comme un coup domino. Donc, faire un plan d'aménagement pour nous reloger mon et pour nous aménager espace en commun. Donc, premier exercice, c'est mettre toute terre ensemble, faire un seul terre avec terre. Deuxièmement, entrer dans une logique de planification avec mon ok. Si nous mettons ça comme ça, nous faisons tout ça comme seul, mais qui gens nous pouvons aménager. Faire plan et mettre carré. Il y a des gens qui ont un gros terre, il y a des gens qui ont un petit terre, il y a des gens qui ont un moyen terre. Et puis, là, on fait calcul, on regarder, un monde qui a un gros terre, qui, comme nous demandons des gens pour demander des gens en prise au sol. Il y a des gens qui ont 12, 18. Et puis après, les gens qui ont 18 ans sorti avec même bagage comme les gens qui ont gagné 100 mètres carrés. Nous connaissons, Jean-Frère, nous haïtiens, c'est bête qui regarde. Politique nationale de logement, ici, LBPA, une des choses qu'elle préconise, c'est viabilisation terre. De toutes les façons, le projet a subventionné la construction carrée. Donc, en réalité, même si vous avez plus de terre en terre, que l'autre, mais quand la bâti, c'est subventionné ou subventionné, c'est pas la prochaine sortie. Et pendant ce temps, l'homme était, on nous dit, on nous fait terrain, on fait 1000 mètres carrés, on est 100.
On a qui baille 100, il y a 10% de terre, on a qui baille 20, il y a 2%, 20 mètres carrés. Mais ça qui passe, c'est que si vous avez 10% de 1000 mètres carrés et 10% on a des veaux, on nous dit, mettons prix comme ça, $5,000. Une fois qu'il fait tout investissement, tout le sous terre, là, pour stabiliser le terrain, pour construire sous lui, $1,000 là, il vient tourner n'importe 5 à 10 000 $. Donc ça c'est pour une bagaille. Et il est très important pour l'exercice ça passer dans la tête de parce que richesse c'est un bagaille que nous pouvons créer. Mais nous ne pouvons pas créer dans l'Ingham, dans l'Aïsab. Donc il faut que nous unissions pour nous capables de joindre des formules qui permettent que la valeur ça nous gagne augmenter. Dans l'actualité internationale, une enquête est ouverte autour du dernier naufrage survenu en Méditerranée qui a coûté la vie à 800 personnes. Les 27 survivants sont arrivés ce mardi en Sicile. Parmi eux, 2 hommes arrêtés. Ils sont accusés d'être les passeurs. En héliportant sur le bateau bien avant son arrivée au port des enquêteurs, les autorités italiennes ont vu juste. Les interrogatoires ont payé au débarquement coup de tonnerre. Dénoncés par les rescapés, 2 passeurs qui s'étaient mêlés à eux sont arrêtés, un Tunisien et un Syrien. Ils sont poursuivis pour homicide multiple. On a 2 passeurs présumés, le commandant du bateau qui a coulé et un membre de l'équipage. Ils sont poursuivis pour encouragement à l'immigration clandestine. Et pour le commandant, on le poursuit pour naufrage criminel et homicide multiple. C'est le printemps en Sicile, mais la nuit est humide. Alors ils ont enfilé des anoraks fourrés, des combinaisons rembourrées aussi. Il n'y a que des hommes, mais leur récit confirme. Sur un chalutier de 30 mètres, ils étaient 800 entassés. Les femmes et les enfants n'ont eu aucune chance, ils étaient enfermés à fond de cale. Ces 2 médecins ont participé au secours en mer. Dimanche, dans la nuit, ils étaient à bord des Zodiac et ils ont vu. Ces malheureux reviennent de l'enfer. Certains n'ont survécu qu'agrippés pendant des heures à des cadavres. On a vu pendant longtemps un garçon. On ne savait pas s'il était vivant ou s'il était mort. Dans l'eau, il nous regardait avec des yeux grands ouverts et vides. Et il ne parlait pas. On a compris qu'il était vivant quand il nous a agrippé les mains. Et le pire, c'est que le capitaine présumé du bateau, le passeur, lui, il riait. Il riait, il avait un sourire narquois. Il ne donnait pas l'impression de se repentir de ce qu'il avait fait. Après cette horreur, une poignée de main d'un ministre qui leur dit « Bienvenue en Europe ». Réponse d'un sourire. À terre, on les accueille avec des fleurs. Pas sûr que ça leur permette d'oublier. 20 ans de prison pour Mohamed Morsi, l'ancien président égyptien a été reconnu coupable de violence et de torture. Mohamed Morsi a déjà passé 2 ans derrière les barreaux. Enfermé dans une cage, l'ancien président égyptien attend le verdict. Mohamed Morsi a déjà passé près de 2 ans derrière les barreaux et le juge ne compte pas le libérer de sitôt. Mohamed Morsi, vous êtes condamné à 20 ans de prison ferme. Vous serez placé sous haute surveillance pendant 5 ans. Et vous devrez payer tous les frais administratifs. Vous êtes condamné pour incitation à la violence, arrestation et torture. À l'annonce du verdict, Mohamed Morsi et une dizaine d'autres co-accusés font le salut à 4 doigts, symbole de la répression subie par les frères musulmans. Ils disent être victimes d'une justice instrumentalisée par le gouvernement. Depuis la destitution de Mohamed Morsi en 2013, plus de 1400 de ses partisans ont été emprisonnés. Des centaines de frères musulmans ont été condamnés à mort dans des procès expéditifs. Mohamed Morsi est accusé d'avoir ordonné la dispersion violente d'une manifestation d'opposants pendant qu'il était encore au pouvoir. À l'époque, les islamistes venaient de rédiger une nouvelle constitution pour élargir les pouvoirs de Mohamed Morsi, le premier président à avoir été élu démocratiquement. Lui dit ne pas être responsable des violences qui ont suivi. Son avocat prévoit de faire appel. Mais Mohamed Morsi doit encore être jugé dans 4 autres affaires. Il est poursuivi pour espionnage, évasion de prison et conspiration terroriste.
603 km/h, nouveau record de vitesse battu au Japon par un train qui se propose de transporter des passagers à une vitesse de croisière. Le test s'est déroulé ce mardi avec des personnes à bord, une vitesse digne d'un avion à turbopropulseur. Ouvrez grand vos yeux, sinon vous pourriez louper ce train. 603 km/h, un record de vitesse mondial pour ce prototype d'un futur train japonais. Objectif, pouvoir transporter des passagers à une vitesse de croisière de 500 km/h. Le test a donc eu lieu avec des personnes à bord. L'allure n'a été maintenue que pendant 10,8 petites secondes. Ce train à suspension magnétique circule en lévitation sur un rail et évite les frottements. Il y a quelques jours, il avait déjà atteint les 590 km/h, une vitesse digne de celle d'un avion à turbopropulseur comme ceux fabriqués à Toulouse. On est bien loin des 320 km/h de nos TGV nationaux, pourtant détenteurs du précédent record sur rail en 2007, 574 km/h, soit 30 km/h en dessous du train japonais. Voilà qui met fin à ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Au revoir, à bientôt.